Qu'est-ce que les Congolais ne comprennent pas dans une impasse dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui? On a des dirigeants qui sont dos au mur. Il y a une situation sociale délicate, complexe, difficile, à laquelle les dirigeants sont invités à faire face. Mais ils n'en ont plus les moyens. Vous me parlez du pétrole dont le prix du baril a augmenté en rapport avec la prise en otage du détroit d'Ormuz par les Américains et les Iraniens. Mais le Rassemblement des forces du changement avait déjà fait une publication là-dessus, en demandant au gouvernement de nous dire ce qu'il en est des excédents pétroliers, dont personne ne parle. En plus, si l'on réfléchit bien, le gouvernement est incapable de nous parler pourquoi? Pour deux raisons essentiellement. Il faut que le peuple le comprenne. Le pétrole a été vendu par avance, donc les préfinancements. Cet argent, il a été non pas utilisé pour les Congolais, mais dilapidé, envoyé dans les comptes offshore pour sécuriser les avoirs des gouvernants, de façon à prendre le peuple en otage. Deuxième raison, aujourd'hui, même si on nous paye les 93 euros par baril ou dollars par baril, mais il nous faut racheter des devises pour importer à manger. Et nous sommes toujours déficitaires. Et ça, ils sont incapables de l'expliquer au peuple congolais. Parce qu'ils n'ont pas pris la mesure de ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Lui-même, le président Sassou, oui, il est conscient de ce que le pays va mal. Mais il est dans un étau. Ils veulent le pouvoir, ils veulent conserver, ils veulent le léguer de façon dynastique à sa famille politique. Il ne peut pas dire aux Congolais que le pays ne va pas bien. Il fait une fuite en avant. Mais cette fuite en avant finira par s'arrêter parce qu'elle sera confrontée à la réalité nationale. Elle est là. Le peuple, on ne peut pas le tromper tous les jours. Le peuple, on ne peut pas le contenir tous les jours. Il va y avoir un incident qui fera que on lui montrera la réalité et on lui parlera et on lui dira. Je regrette une seule chose, que dans ce pays-là, les menus frétins et les gros poissons ne soient jamais sanctionnés. Mais viendra un jour. Et ce que je regrette, c'est que ces gros poissons-là, qui martyrisent tout le monde, qui dilapident les fonds. Vous prenez le détournement de 50 millions de dollars américains décrié par Global Witness de Denis Christel Nguesso. Ça représente environ 10 mois de pension pour les Congolais. Mais c'est énorme. Cet argent, c'est dans la poche de quelqu'un. Et je pense que ce garçon, ce monsieur, ce piètre personnage, un jour sera appelé à la réalité. Pourquoi? Ben, ils goûteront aussi la prison comme les autres. Parce qu'ils auront à rendre des comptes. La prison, elle est faite pour tout le monde. Surtout pour des délinquants de cet acabit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, quand ils vous emprisonnent, ils vous mettent dans des conditions de vie impossibles. Ils n'ont pas construit de nouvelles prisons. Mais un jour viendra, on va les enfermer dans les mêmes prisons. Et c'est inacceptable qu'on puisse tolérer aujourd'hui qu'il y ait autant de vols, qu'on ait plongé les Congolais dans la misère sans que les gouvernants ne se soucient de quoi que ce soit, sans méditation. Et quand j'ajoute Jacques Joachim Yombi Opango, il a fait 11 ans. Il a été critiqué pour la gabégie, pour la propension à l'enrichissement illicite, etc. Comment on peut expliquer ça? Pourquoi on évite la méditation? Pourquoi évite-t-on la méditation? Et je signale que l'abbé Fulbert Youlou et Pascal Issouba sont morts à l'extérieur. Le président Yombi est mort à l'extérieur pour d'autres raisons, mais nous savons dans quelles conditions. Donc, quand on parle de méditation, il faut également penser, Christian, que l'abbé Fulbert Youlou, qui, d'après les écrits, d'après les archives,
a été un président qui a posé des actes extrêmement forts dans ce pays, surtout sur le plan économique et financier. Mais il n'a pas eu de sépulture digne. Et les Congolais sont aussi méchants pour qu'à chaque fois on sabre du champagne, etc. Et qu'on n'ait pas une pensée particulière pour une personnalité comme Alphonse Massamba Deba. Je vous assure, ça me chagrine. Et j'interpelle la conscience de tous les acteurs politiques. Maintenant, je vais à autre chose, Christian. Tu as parlé de si belles choses, tu as parlé du pétrole. Mais pourquoi nous allons parler du pétrole alors qu'il y a des faits présents qui nous interpellent? Quels sont les faits qui nous interpellent? Monsieur le nouveau ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, il est en train de nous démontrer les scandales que l'on vit dans les différents départements ministériels, particulièrement le département de l'Intérieur et de la décentralisation. Et à partir de cette démonstration, les Congolais doivent être convaincus que les élections dans ce pays depuis 2002, depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir avec le PCT, elles ont été truquées. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R7, mesdames, messieurs. Merci de suivre ce spécial avec le Rassemblement des forces du changement, RFC, représenté sur ce plateau par Clément Mirassa, président du Rassemblement des forces du changement chargé de l'orientation. Bonjour Clément. Bonjour, je suis chargé de la coordination de Chargé de l'organisation. la coordination, merci pour cette précision. Comment allez-vous? Je veux bien que, Christian, merci pour cette opportunité que tu nous offres pour que nous nous exprimons. Merci beaucoup. Nous avons également Dr Marcel Guitoukoulou, premier vice-président, charge de la prospective, de la communication et porte-parole. Bonjour docteur. Mbotiange mbote na yo ndeko na ngai Christian Pere na sepeli mingi na ndenge opesi biso liloba lelo. Merci. Ngapena Tondio Botondi. Merci d'être là. Le Congo vient de célébrer son 66e anniversaire de l'indépendance dans un contexte de crise socio-économique majeure. Quelle analyse ont fait le rassemblement des forces du changement? Par la suite, nous pourrions aborder les autres aspects secondaires de cette célébration ainsi que les perspectives du RFC. Quelle alternative propose-t-il face à la situation chaotique actuelle du Congo et comment y parvenir? Je vais commencer par Clément Mirassa. Les Congolais ont célébré, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 66e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Que peut-on retenir de cette célébration? Merci bien pour ta question, Christian. Cette célébration nous a permis de constater que le Congo va mal, très mal. Et lorsqu'on regarde la manière dont ça a été préparé, avec toujours cette vision du culte de la personnalité, avec cette vision de vouloir donner au Congo le visage qui n'est pas le sien en réalité, avec ces inaugurations, tant au plan de la santé qu'au plan de Maluku, qu'au plan de la jeunesse. C'est vraiment en pleine contradiction avec la réalité. La réalité, c'est que le Congo va mal, très mal. On a passé les fêtes de ce 66e anniversaire en présentant deux faces du Congo. Le Congo du faste, le Congo, semble-t-il, je ne dirais pas de la réussite, mais le Congo qui est présenté comme un pays qui va bien. Et l'autre côté, c'est le Congo qui souffre, la misère et la souffrance dans laquelle le Congo continue à te plonger. Alors, quand vous avez vu les images, d'avant cette célébration, vous vous dites que c'est merveilleux de vivre dans le Congo. On a même fait venir, je crois, des compatriotes de la sapologie de la France, etc., pour qu'ils essayent de donner aux amis qui sont en France et à l'extérieur une image du Congo, mais elle ne correspond pas à la réalité. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on regarde les manifestations qui ont été faites avant cette célébration,
Les Congolais n'ont pas fait attention à certains signes. Vous avez par exemple le signe du lancement ou quoi des travaux à Maluku, où semble-t-il on va commencer à y fabriquer des tracteurs, on va lancer l'agriculture, etc. Mais le message que les Congolais n'ont pas compris et que nous avons essayé de véhiculer, c'est un retour silencieux, de façon pernicieuse, du Rwanda dans notre pays. Et n'oubliez pas que lorsqu'on a mené le combat pour essayer de critiquer la coopération entre le Rwanda et le Congo, ben nous n'étions pas d'accord déjà avec le fait que le Rwanda s'y installe très proche de la RDC, alors qu'à l'Est, il y a tout ce que nous connaissons. C'est déjà un aspect. Si je prends un autre aspect au plan de la santé, on a inauguré, semble-t-il, un centre de référence, un hôpital de référence à Olombo, un centre de référence Ibara Bembe. Et Olombo est à près de 15 minutes d'Oyo. Et nous avons, au plan de la planification de notre système sanitaire, un hôpital de référence de 60 lits à Olombo. Et nous avons à Oyo l'hôpital général Edith Lucie Bongo, qui a une capacité de près de 160 lits. Et à Edou, nous avons un centre de santé intégré appelé Mama Mouebara. Et lorsqu'on quitte Oyo pour aller à Owando, à près de 100 km, à près d'une heure, ben, nous avons l'hôpital 31G et on envisage, où c'est en train d'être construit, un hôpital départemental dans la cuvette. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on peut continuer à faire des remarques. L'autre remarque qu'on peut faire, puisque le président de la République lui-même l'a relevé, c'est la grande foire agricole du Congo, où le président a voulu profiter de cette manifestation pour essayer de se rattraper, mais il ne peut pas se rattraper parce qu'il a déclaré en 1980 que le Congo allait atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2000. Mais lancer la grande foire agricole du Congo ne signifie pas qu'on atteint l'autosuffisance alimentaire, parce que le Congo importe aujourd'hui entre 600 et 600 milliards de produits agricoles. Donc, ce signal également, ça va comme dans le sens de la propagande pour essayer de dire qu'il a réussi. Mais regardez ce qui se passe au niveau de Aubéville avec le centre qui a été construit pour les jeunes. On se pose les questions. Une fois au CG de la Liberté, le président annonce avoir donné des instructions pour que ce problème soit réglé radicalement. Et une autre fois, on découvre qu'il y en a qui ont été repêchés et qui doivent être formés. Alors que très tôt, nous avons critiqué le fait que le Congo avait pratiquement déjà adopté l'abolition de la peine de mort et qu'il y a eu tant de jeunes qui sont morts et qu'on devrait. Donc, il y a eu tout un décor, évidemment. À ça, j'ajouterai ce qui s'est passé à Boko, à Luingui. Donc, ça, c'est avant les festivités. Les festivités, vous les avez découvertes, c'est vraiment Oui, mais le grand un tout niveau. petit aspect, pardon, Clément Mirassa, puisque vous abordiez le centre d'Aubéville, mais pourtant, ils ont ouvert, vous l'avez dit tout à l'heure, donc ce centre est opérationnel, mais curieusement, dans le même temps, on continue à assassiner les jeunes dans la rue. Ah ben, c'est le quotidien, puisqu'ils avaient dit qu'ils poursuivraient les jeunes jusqu'au dernier, etc. C'est ça, un peu la complexité, la perplexité du discours qui est tenu. Bon, bref, mais je vais essayer d'aller pour ne pas trop... pour ne Merci pas Clément trop... Mirassa. Docteur Marcel Guitokoulou, vous avez suivi évidemment les festivités qui ont marqué le 66e anniversaire de l'indépendance du Congo. Mais je veux aussi revenir sur un tout petit aspect. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Lorsqu'on a organisé le marathon, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un petit détail qui pouvait échapper à tout le monde. Les couleurs. C'est un événement qui était pavoisé aux couleurs bleu, blanc, rouge au lieu de vert, jaune, rouge. Et cela a interrogé beaucoup de Congolais. Est-ce que vous avez remarqué ça? Écoutez, je n'ai certainement pas fait attention, mais pour revenir sur l'indépendance du Congo, être indépendant, c'est la capacité d'un peuple
qui accède à la liberté de décider de son propre avenir. Et le 15 août 1960, lorsque notre pays accède à l'indépendance, les pères de cette indépendance, ceux qui y ont travaillé, ceux qui ont combattu, qui ont lutté pour l'indépendance, y croyaient vraiment. Et malheureusement, il a fallu qu'arrive au pouvoir le Parti congolais du travail pour que tout bascule. Tout bascule dans le sens non pas d'un pays indépendant, mais d'un État néo-patrimonial qui s'organise autour d'un chef inamovible, qui redistribue les prébendes à tout le monde et qui tient le pays sous sa coupe. Ça, c'est quelque chose qui devient inadmissible, qu'on ne peut plus supporter. Il va falloir que nous, Congolais, en prenions conscience, et c'est pour ça que je considère les 66 ans d'indépendance non pas comme une célébration, comme une fête, mais plutôt comme une journée de méditation sur la condition de notre pays 66 ans après, et surtout 45 ans après l'arrivée au pouvoir de cette horde de prédateurs de la République qui ne cessent de voir le pays qu'à travers leur prisme à eux. Aujourd'hui, les Congolais doivent dire non à cette situation, doivent se rebiffer, doivent pouvoir opposer à ce pouvoir qui leur soumet à la servitude une fin de non-recevoir. La fin de non-recevoir, c'est de dire, écoutez, nous, on n'en peut plus. Pourquoi on n'en peut plus? Le président, dans son discours, nous a fait comprendre qu'il a été réélu, ce qui est faux, puisque c'est un résultat qui était connu par avance. Et en plus, avec l'appel que le rassemblement des forces des citoyens, des forces de changement et d'autres forces politiques du pays ont lancé aux Congolais pour ne pas se rendre dans les bureaux de vote, il y a eu une abstention record. On n'en parle pas, mais c'est la réalité. Il a été élu par qui? C'est une autosatisfaction. Bien. Est-ce que, pour autant, les Congolais doivent se soumettre à un président de fait? Il a la signature du pays, c'est vrai, mais nous ne sommes pas obligés de gober tout ce qu'il nous dit. Donc cette célébration, pour moi, c'est plutôt une journée de méditation, une journée de réflexion pour se dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour rendre vraiment la liberté à notre peuple et à notre pays. Tata Mokonzi alta alobi na ye tosengi na ye asola malamu asola kitoko biso pe toyoka makambo ya bien akoyebisa biso toali lelo kosepela soki mpe kosala feti mpona lipanda na biso kimpwanza tokomi mibu tuku mitoba na motoba oyo tozwaki kimpwanza yango kimpwanza yango tosali eloko nini? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Baye basali feti monene feti makasi ezali kaka bakonzi te oyo ya bango lifuta ezokoleka courant na ndako ezali mai ezali oyo ya biso tomelaka mai ya salite oyo ya bango bamelaka mai ya omayo. Mais ndenge nini biso to ana esengo ndenge nini biso tosepela mpona 66 ans ya indépendance. Voilà pourquoi cette indépendance ne peut pas être célébrée, ça peut être qu'une journée de méditation pour chercher, cette fois-ci, à obtenir une seconde indépendance, une réelle liberté, mais non pas face à la métropole, mais face à nos propres parents qui nous asservissent. Alors tout à l'heure, vous disiez il faut que le peuple va se battre pour mettre le pouvoir PCT dehors, mais ce peuple a besoin des leaders. Donc que vous êtes, que vous représentez, vous qui êtes de l'opposition, et c'est là que je voudrais comprendre avec vous qui finalement va conduire l'autre? Le peuple qui va conduire les leaders? L'opposition ou c'est l'opposition? Parce que généralement, j'ai aussi ces retours, hein, souvent, où les Congolais me disent, mais nous sommes prêts, on attend juste les leaders politiques de l'opposition qu'ils s'engagent et puis nous, on va les suivre. Clément Mirassa, je commence par docteur. Vous savez, monsieur Perrin, le peuple est un tout, je fais partie du peuple. Donc, nous devons agir ensemble. Nous devons agir en symbiose. Mais le peuple
a aussi besoin d'une voix qui porte, d'une voix qui tonne, des déclarations qui éclairent le combat et la route. La difficulté que nous avons aujourd'hui, la dernière fois que nous sommes retrouvés sur le plateau, je voulais signifier, je n'ai pas mâché les mots, nous avons une réelle problématique dans l'opposition congolaise. Parmi les forces qui pensent qu'il faut changer les choses dans ce pays, nous n'avons pas tous le même discours, peut-être pas les mêmes engagements, ni les mêmes convictions. Et ça, c'est un tort. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a un fauteuil pour 1 millier de candidats ou 1 milliard de candidats. Ce n'est pas possible. Il n'y aura qu'un seul fauteuil. Et en plus, aujourd'hui, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il nous faut un réel compromis politique entre les forces qui aspirent au changement pour pouvoir limiter les dégâts, pour pouvoir sauver la vie, pour pouvoir changer le pays. On ne peut pas se contenter du nombrilisme, de ce que je suis, moi, président d'un parti, et que si moi, je ne suis pas chef de tel groupement, ou si ma parole n'est pas prise en compte, eh bien, je ne participe pas. À moins que, parmi nous, il y ait des opposants de façade qui, la journée, viennent pleurer, mais en fait, c'est faire la danse du ventre de façon à être récupéré et mis en scène, ou alors, nous sommes tous réellement des opposants et préoccupés par la situation nationale et nous voulons changer les choses. Dans cette situation-là, même si nous n'avons pas les mêmes programmes politiques, même si nous n'avons pas la même philosophie politique, mais au moins sur la base de ce que le pays est en difficulté, il est pris en otage par une horde de prédateurs qu'il va falloir mettre dehors, nous pouvons nous entendre, au moins pour les actions communes. Et de ce point de vue-là, le peuple a raison. Le peuple nous dit, opposition, entendez-vous. Et nous sommes incapables même de nous mettre autour d'une table. Et dans le même temps, chacun prend sa parole dans les micros pour dire « je demande le dialogue, je demande le dialogue ». Mais il faut dialoguer avec ton voisin. D'abord, si tu es incapable de dialoguer avec ton voisin, serais-tu capable d'imposer ton point de vue devant une force qui te mate? Je sais que l'unité de l'opposition congolaise est un leurre. Il faut qu'on se le dise. Et que ça n'arrivera pas. Et c'est comme ce petit principe qu'on a toujours mis en avant lorsqu'on arrive vers les élections présidentielles, de parler d'une candidature unique, l'opposition. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. À défaut de ce que les autres peuvent se rallier à vous, vous suivre ou s'unir, qu'est-ce que le RFC envisage faire? Qu'est-ce que le RFC peut faire pour avancer? Parce que si vous attendez les autres et qu'ils ne viennent pas, vous n'allez plus avancer. C'est ça. Non, ce que nous disons, ce n'est pas d'aller dans une unité formelle de l'opposition. On ne dit pas à tout le monde de se fondre dans le RFC. Tout ce que nous demandons, qu'on se mette autour d'une table pour décider des actions qui portent. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il y a une situation sociale gravissime. Les pensions de retraite ne sont pas versées. Les salaires des fonctionnaires ne sont pas versés. Les bourses des étudiants ne sont pas versées. Le peuple a besoin de disposer d'un pouvoir d'achat. Le peuple essaie de s'organiser au travers des organisations syndicales, même si elles ne sont pas fiables. Mais à un moment donné, la parole du politique, elle porte. Elle porte. Pourquoi nous sommes incapables de faire une déclaration unique, puisque nous sommes tous de l'opposition? Il y en a qui ont peur. Ce n'est pas la question de l'unité de l'opposition, c'est la question de la détermination et des engagements de chacun. Il y en a qui ont peur. Moi, je vais dire une chose aujourd'hui à l'opposition. Nous sommes tous engagés dans un combat. Nous avons dans notre maison une souris qui nous bouffe tout. Mais nous sommes plusieurs chats qu'on a lâchés dans la maison. On s'en fout du chat, de sa couleur, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit gris. Le plus important pour le chat, c'est d'aller attraper cette souris. Et qu'enfin, nos biens, nos repas dans les garde-manger soient soft. C'est pas ça? Je m'en tiens là.
Oui, évidemment, vous pouvez avoir raison, quelle que soit la couleur du chasse. En fait, le but, c'est d'attraper la souris, mais comment l'attraper? Alors, Clément Mirassa, tout à l'heure, je posais donc la question, la population vous regarde, vous accuse, même, à un moment donné. Et elle se dit, mais attends, finalement, l'opposition ne fait plus rien. Ils vont même plus loin pour dire l'opposition est faible. Et vous vous dites, vous avez besoin de la population, du soutien de la population. Et ce qui est normal parce qu'une opposition n'est forte que lorsque, évidemment, la population est derrière elle. Comment envisagez-vous recréer cette dynamique pour enfin que les choses changent au Congo? Merci Christian pour ta question. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'opposants. Il n'y a que des preuves d'opposants. Il faut donner les preuves. On ne peut pas être dans sa maison avec sa femme se proclamer opposant. Et là, je tiens à être direct, Christian. Le pouvoir congolais a créé des simulacres de postes, comme un poste de chef de file de l'opposition, à qui, dit-on, on a accordé beaucoup de faveurs, on a accordé beaucoup de privilèges, qui reçoit un budget de fonctionnement chaque année. Posons-nous la question, que fait-il de cet argent? Je prends un exemple. Je prends un deuxième exemple, Christian. Nous suivons tous ce qui se passe au niveau des retraités. Et je pense que tu suis ce que moi je fais au plan politique sans être syndicaliste, pour appeler les syndicalistes des retraités à organiser une assemblée générale des retraités. Et moi, je suis convaincu que s'il y a cette assemblée générale, le gouvernement ne va pas continuer dans les tergiversations que je suis du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Je dis bien, on ne va pas continuer dans cette tergiversation. Mais pourquoi les responsables des syndicats ne font pas des assemblées générales des retraités, mais ils sont au quotidien pratiquement auprès soit des directeurs de la CREF, soit etc. Il y a un état d'esprit. Mais nous ne nous décourageons pas. Parce que le fait que nous nous adressons déjà sur les réseaux sociaux pour une prise de conscience, c'est extrêmement important. Je peux te prendre un autre exemple, Christian. C'est depuis 2020 que j'ai attiré l'attention de tous nos frères qui se considèrent comme opposants pour dire que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi depuis 2002, que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi depuis 2002. As-tu déjà entendu les opposants, prétendus opposants, chercher à avoir un débat? Mais nous cherchons quoi? Nous cherchons le pouvoir. Lorsqu'on a une situation d'un pouvoir qui ne respecte pas sa constitution, qui ne respecte pas, mais ça devrait nous donner un certain rapport de force pour démontrer notre engagement, notre détermination. En fait, la question qui se pose, telle que souvent le problème est posé, est-ce que nous sommes réellement opposants? C'est ça la question fondamentale. Maintenant, pour le reste, Christian, je vous adresse mes félicitations. Quand je dis je vous adresse mes félicitations, ce que vous avez fait au plan des réseaux sociaux, en termes de communication, pour la prise de conscience des Congolais, il ne faut pas en être dessus. Parce que pour moi, les choses sont en train de changer. Peut-être pas à la vitesse voulue par les Congolais, mais à une vitesse que nous devons considérer et que nous devons certainement accélérer. N'oublie pas, Christian, qu'on a créé un état d'esprit, un climat de peur dans le pays. Et tu sais comment ça marche. Mais Christian, vous croyez que les jeunes, lorsqu'ils voient comment ce qu'on appelle les bébés noirs ou Kuluna sont tués dans la rue, etc., vous croyez que ça n'agit pas? Mais notre travail que nous faisons et que nous allons continuer à faire, c'est sortir les Congolais de la peur sur la base de ce qui nous est autorisé au plan constitutionnel. Et c'est ça que je vais expliquer aux Congolais. Nous avons le droit de faire des réunions, nous avons le droit de nous exprimer, nous avons le droit de manifester. Et quand nous discutons, parce que nous avons régulièrement des réunions, beaucoup de Congolais nous disent, nous sommes encore préoccupés par la peur. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous demandent en tant qu'hommes politiques? Au RFC, nous faisons des déclarations, nous avons commencé à faire des rencontres citoyennes, nous souhaitons que le peuple soit plus nombreux
à ces rencontres citoyennes. Parce que ce qui est curieux au Congo pour une rencontre citoyenne, c'est que lorsqu'on saisit les autorités pour organiser ces manifestations, mais nous souhaitons que la force publique, qui est censée être neutre, nous assure la sécurité de ces manifestations. Mais le Conseil au Congo, aujourd'hui, c'est lequel, Christian, il ne faut pas se tromper. L'administration congolaise n'est pas neutre, elle est partisane. Et c'est ça. Parce que quand nous faisons, assez souvent, tu nous dis, pourquoi il n'y a pas de meeting? Si nous appelons les Congolais à une manifestation, la première question qu'ils nous posent, est-ce que vous avez l'autorisation de l'administration? Et ça les bloque. Donc, à mon avis, Christian, moi, je suis de ceux qui sont dans le combat. Nous allons continuer au niveau du RFC à poser les problèmes. Les Congolais souffrent. Il est inadmissible que je sois retraité et qu'aujourd'hui, j'ai 52 mois d'arriéré de pension. Et quelle pension? Une pension qu'on me paye à la valeur du point d'indice, 160 et non 300. Véritable injustice et c'est inacceptable. Donc, Christian, oui, mais dernièrement, pardon, continuer. puisque vous abordez déjà cet aspect de choses, Anatole Koliné-Makosso venait de promettre la régularisation, c'est pas moi, l'harmonisation des pensions à l'indice 300. Est-ce qu'on vous a dit pour quand exactement, non? Koliné-Makosso a très mal abordé ce problème, Christian. Et ce que Koliné-Makosso a fait, c'est de la diversion. Mais d'ailleurs, il a organisé une réunion le lundi où son ministre des Finances a annoncé avec beaucoup de fracas qu'au cours de la semaine, il allait payer un mois de pension aux retraités. Où est ce mois? Et s'il payait ce mois, ça allait être le mois de mars 2026, payé au 8e mois de l'année. Et j'ai souvent dit là-dessus que dans le budget 2026, je n'ai pas encore la version rectificative, dans le budget 2026, il était prévu une enveloppe de 67 milliards pour payer les pensions, tout en sachant qu'avec 67 milliards, on ne paierait que 4 ou 5 mois. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce gouvernement est responsable? Je dis non. Ce gouvernement a perdu toute sa crédibilité. Mais en fait, le problème de Koliné-Makosso n'explique pas aux Congolais et qu'il n'explique pas aux retraités chrétiens. Je vais te le dire. Les textes sont clairs, mais Koliné-Makosso veut amener la diversion. Première chose qui est claire, les textes disent clairement que lorsqu'il y a augmentation de traitement des fonctionnaires, la pension doit suivre la même évolution, c'est-à-dire qu'elle doit évoluer dans la même proportion. Ce qui ne se fait pas depuis 2011. Ça veut dire que depuis 2011, les gouvernements martyrisent les retraités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point le plus important, et c'est ce que Koliné-Makosso aurait dû dire lundi aux retraités, mais il ne peut pas le dire. Le deuxième problème, c'est quoi? C'est que dans les textes qui organisent la CREF, il est prévu que chaque année, le directeur général de la CREF doit préparer le budget de la CREF qu'il doit soumettre à son ministre de tutelle, qui à son tour soumet au Conseil des ministres pour que le budget soit équilibré en dépenses et en recettes et pour que ce budget soit intégré dans le budget de l'État. Si Koliné-Makosso, depuis qu'il était Premier ministre, avait respecté ça, il n'y aurait pas de retard. Maintenant, le problème, c'est quoi, Christian? Le dernier Conseil des ministres qui a eu lieu et qui a examiné un budget de la CREF s'est tenu en juillet 1994 sous le président Lissouba. C'est-à-dire que depuis que le président Sassou est revenu au pouvoir en 1997, il n'y a jamais eu un budget élaboré par la direction générale. Et donc, vous voyez bien que c'est un choix délibéré qui est fait pour faire souffrir les retraités. Ce n'est pas une question de l'argent qui manque. Et Koliné-Makosso lui-même a dit au Sénat qu'ils avaient évalué l'indice financier, que c'était autour de 2,7 milliards. Et ce n'est pas ça qui manque, puisque Koliné-Makosso sait qu'il y a le problème des 14 000 milliards. Il sait qu'il y a eu des détournements de 2 mois de pension à la CREF. Il sait qu'il y a les 6 milliards qui se dissipent au ministère de l'Éducation, à l'enseignement. Il sait. Mais les gouvernants congolais ont choisi de faire souffrir les Congolais et de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Voilà, Christian. Merci Clément Mirassa. Docteur Marcel Guitoukounou, je reviens vers vous.
J'ai lu ce matin le prix du cours, en fait, le baril, hein, le baril de pétrole. Le cours a atteint 93 $ le baril. Comme quoi, le Congo doit en tirer bénéfice puisque c'est un pays pétrolier, c'est comme ça qu'on présente ça. C'est quand même le troisième en Afrique subsaharienne. Alors, je relevais cet aspect simplement parce que je ne sais pas si vous avez suivi le discours de Denis Sassou Nguesso qui n'a duré que enfin, moins de 10 minutes pour la première fois d'ailleurs, on ne sait pas pour quelle raison. Tout à l'heure, vous évoquiez la crise socio-économique, vous parliez des retraites, en fait, des pensions qui ne sont pas payées, les bourses qui ne sont pas payées, les salaires qui ne sont pas payés, les grèves dans les hôpitaux. Et d'ailleurs, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de réaliser cette émission, je rappelle que nous sommes le 21 août 2026, les hôpitaux, le personnel soignant est encore en grève. Alors, lorsque Denis Sassou Nguesso tient son discours, bien curieusement, il n'a relevé rien de ces aspects socio-économiques, mais vraiment rien. Des hôpitaux fermés, tous les hôpitaux du pays sont fermés. Et on nous signale d'ailleurs qu'il y a des morts. Donc voilà, les cas de patients qui arrivent à l'hôpital, on leur dit il n'y a pas de permanence, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de médecin, ça ne fonctionne pas, l'hôpital est fermé, ils vont mourir chez eux. Malgré tout ça, vous l'avez rappelé tout à l'heure, des fonctionnaires qui accumulent jusqu'à des vingtaines de mois d'arriérés de salaire. En Caïs, ils sont à 100 mois d'arriérés de salaire impayés. 100 mois, je dis bien 100 mois d'arriérés de salaire impayés. Mais dans son discours, en tout cas, il n'a fait cas à rien du tout de cette crise. Comment analyser ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il a plutôt mis l'accent sur sa décision d'ouvrir les frontières du Congo à tous les Africains. On y reviendra tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça vous fait dire lorsque vous suivez ou lorsque vous avez suivi Denis Sassou Nguesso? Monsieur Perrin, on ne va pas faire une émission d'intellectuels. Qu'est-ce que les Congolais ne comprennent pas dans une impasse dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui? On a des dirigeants qui sont dos au mur. Il y a une situation sociale délicate, complexe, difficile, à laquelle les dirigeants sont invités à faire face. Mais ils n'en ont plus les moyens. Vous me parlez du pétrole dont le prix du baril a augmenté en rapport avec la prise en otage du détroit d'Ormuz par les Américains et les Iraniens. Mais le Rassemblement des forces de changement avait déjà fait une publication là-dessus, en demandant au gouvernement de nous dire ce qu'il en est des excédents pétroliers, dont personne ne parle. En plus, si l'on réfléchit bien, le gouvernement est incapable de nous parler. Pourquoi? Pour deux raisons essentiellement. Il faut que le peuple le comprenne. Le pétrole a été vendu par avance, donc les préfinancements. Cet argent, il a été non pas utilisé pour les Congolais, mais dilapidé, envoyé dans les comptes offshore pour sécuriser les avoirs des gouvernants, de façon à prendre le peuple en otage. Deuxième raison, aujourd'hui, même si on nous paye les 93 euros par baril ou dollars par baril, mais il nous faut racheter des devises pour importer à manger. Et nous sommes toujours déficitaires. Et ça, ils sont incapables de l'expliquer au peuple congolais. Parce qu'ils n'ont pas pris la mesure de ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Même si, au travers des mesures comme la libre circulation des Africains, on veut les accueillir, etc., tout ça, c'est faire beau, c'est faire diversion. C'est un très beau discours, puisque ça nous apporte de la main-d'œuvre qualifiée, peut-être, ça nous apporte des investissements, peut-être, ça nous apporte aussi quelques troubles sociaux, peut-être, et ça va créer une bombe dans le pays. Pourquoi? Mais parce que nous n'avons pas préparé l'arrivée en masse de nos compatriotes africains qu'on ne peut pas rejeter. Et ce n'est pas une première expérience. Dans les années 80, le président est allé chercher des jeunes Éthiopiens. Il les a amenés au Congo, des familles entières.
qu'on a abandonnés dans les rues. On a même été incapable de leur donner des toiles dans lesquelles ils pouvaient résider. On les trouvait partout. Au marché Total, au rond-point de Poto-Poto de Mongali. Ce n'est pas un esprit de responsabilité. C'est créer un problème social dans une situation nationale déjà difficile et complexe. Comment assurer la sécurité du pays? Comment donner à manger? Comment donner les soins? Comment assurer l'éducation à toute cette population-là, africaine, mais aussi nationale, qui est déjà en difficulté aujourd'hui? Le gouvernement est incapable d'octroyer des titres administratifs aux nationaux. Mais comment on va faire pour gérer tous ceux qui viennent là? Il faut les contrôler. C'est un discours irresponsable. C'est un discours qu'il faut bannir, qu'il faut condamner. Mais lui, le président, en abordant le problème dans cet angle-là, il veut nous divertir. Nous avons besoin du pouvoir d'achat pour mieux vivre. Le peuple a besoin de son salaire tous les mois. L'étudiant a besoin de sa bourse tous les mois. Le retraité qui a travaillé toute sa vie, qui a cotisé, il veut avoir sa pension tous les mois. Cette question des retraites dans la fonction publique ou dans le monde privé ne se pose pas d'aujourd'hui. Il est vieux. La question, ce n'est pas tant d'harmoniser l'indice. La question, c'est comment faire pour payer régulièrement les pensions. Déjà. Or, cette question, personne ne l'aborde. Sous d'autres cieux, le gouvernement se met autour de la table avec qui? Les syndicats, les patrons, pour discuter de quelle politique il faut mener pour la retraite. Il ne suffit pas de faire des annonces. Moi, je suis pour qu'il y ait un véritable audit qui soit fait autour de cette question des retraites. Les populations cotisent, les travailleurs cotisent. Et cet argent, il va où? Est-ce qu'on se pose la question sur notre régime de retraite, qui est fondé sur la répartition, dans un pays dans lequel seul le gouvernement est quasiment le premier employeur? Comment on fait? Il faut que toutes ces questions soient mises autour de la table pour que les syndicats, donc les travailleurs, le gouvernement et le patronat puissent trouver des solutions qui soient adaptées et réalistes pour redonner une vie à la fonction de retraite. Donc, il y a vraiment de l'irresponsabilité. Et moi, ce que je demande, c'est que Bisoba Congolais, Tokangal sous misote. Il faut misomakasi balobakazani dokite. Soki obangi lobi okuta na balabala na kanivo okwei okufi pour la nini po ete ozanga kimbongo oke na hôpital ba pesa yo ba soin ya siki. Yo soda, yo policier. Soki balobi na yo kende ko beta ba travailleur bazoko sala grève kuna yo pe okamati okutima kama mbiringa. Wana malamu te, mais yo pe ozali citoyen lokola bango. Yo pe senga na mokonzi abongisa makambo po yo pe ovivre malamu lokola baninga. Soki to yokani te, soki to sali lisanga te, soki to bongisi liboke te, po ete to bakola bato wana na bokonzi, mboka na biso ekokufa. Yango nalobi ete tosangana, tosolola, totala makambo nyonso wana elongo po toluka nzela ya kobongisa ekolo. Lelo balobi na biso tosali fete ya 15 août. Mais soki tokei na kati ya bafamille bamosusu baliaki te, awa bazokobina, bazokomela bachampagne, bamosusu ata mai ya pamba bakozwa te. Itosala boni tokanga maboko te, na maboko na makolo na minoko tokanga yango te, tokoteleme po bakonzi ya mboka bayeba te peuple alingi lisusu ndenge wana te. Il faut makambo ebongwana.
Clément Mirassa, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je disais tout à l'heure, et je vais vous faire réagir aussi sur la même question, notamment le discours de Denis Sassou Nguesso, où on a noté carrément, après je peux me tromper, mais c'est ce que moi j'ai constaté, un déni de la réalité sociale des Congolais. Monsieur est passé directement sur, évidemment, sa décision, comme je l'ai dit. En fait, c'était s'il faut le dire comme ça, c'est l'aspect le plus important de son discours, c'est l'ouverture des frontières congolaises à tous les Africains. Alors ce déni de la réalité, pendant que les hôpitaux sont fermés, puisque c'est encore fermé jusqu'à maintenant là, les travailleurs n'ont pas eu leur salaire. Avant, je me rappelle, avant la célébration de chaque fête du 15 août, on payait déjà les salaires, tout le monde avait son salaire. C'est comme ça que ça se passait. Et cette fois-ci, il y a eu, évidemment, comme vient de le dire d'ailleurs, docteur Marcel Guitoukoulou, il y en a qui n'ont pas eu à manger. Voilà. Et il y en a qui sont morts d'ailleurs pendant qu'on les transportait à l'hôpital pour être sauvés. Malheureusement, les hôpitaux fermés. Mais curieusement, Denis Sassou Nguesso est passé pieds joints, comme si tout allait bien. En fait, pour lui, tout va bien, parce qu'il l'a toujours dit. Tout va bien. Sa vision est en bonne marche, voilà. Et donc, on accélère la marche vers le développement. Qu'est-ce que cela vous inspire? Christian, excuse-moi, mais je pense que lui-même, le président Sassou, Oui. il est conscient de ce que le pays va mal. Mais il est dans un étau. Il veut le pouvoir, il veut le conserver, il veut le léguer de façon dynastique à sa famille politique. Il ne peut pas dire aux Congolais que le pays ne va pas bien. Il fait une fuite en avant, mais cette fuite en avant finira par s'arrêter parce qu'elle sera confrontée à la réalité nationale. Elle est là. Le peuple, on ne peut pas le tromper tous les jours. Le peuple, on ne peut pas le contenir tous les jours. Il va y avoir un incident qui fera que on lui montrera la réalité et on lui parlera et on lui dira. Je regrette une seule chose, que dans ce pays-là, les menus frétins et les gros poissons ne soient jamais sanctionnés. Mais viendra un jour. Et ce que je regrette, c'est que ces gros poissons-là, qui martyrisent tout le monde, qui dilapident les fonds. Vous prenez le détournement de 50 millions de dollars américains décrié par Global Witness de Denis Christel Nguesso. Ça représente environ 10 mois de pension pour les Congolais. Mais c'est énorme. Cet argent, c'est dans la poche de quelqu'un. Et je pense que ce garçon, ce monsieur, ce piètre personnage, un jour sera appelé à la réalité. Pourquoi? Ils goûteront aussi la prison comme les autres. Parce qu'ils auront à rendre des comptes. La prison, elle est faite pour tout le monde. Surtout pour des délinquants de cet acabit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, quand ils vous emprisonnent, ils vous mettent dans des conditions de vie impossibles. Ils n'ont pas construit de nouvelles prisons. Mais un jour viendra, on va les enfermer dans les mêmes prisons. Et ils comprendront. Voilà, alors Clément Mirassa, le déni de la réalité par Denis Sassou Nguesso qui, au-delà des discours, comme tout le monde l'a constaté, la propagande, la réalité, elle est vraiment têtue, elle est vraiment paradoxale à ces discours, très opposés d'ailleurs, diamétralement opposés aux discours que tiennent les membres du gouvernement congolais. Vous en Au prie. début de l'émission, notamment Christian et Marcel, vous avez parlé de la méditation. Et moi, ce que j'aurais souhaité pour cet anniversaire, que ce soit un anniversaire de la méditation. Et lorsqu'on prend les 66 ans, Christian, il faut essayer de décomposer les 66 ans. Notre premier président, l'abbé Fulbert, il est resté président pendant 3 ans. L'abbé Alphonse Massamba Deba, qui est venu après, est resté président pendant 5 ans. Marie Ngouabi est resté président pendant près de 9 ans. Nous avons eu Jacques Jachin Yombi Opango qui est resté président pendant 2 ans. Et après, nous avons eu Sassou jusqu'à la conférence nationale. Nous avons eu Pascal Lissouba aussi pour 5 ans. Nous avons eu Pascal Lissouba qui a fait 5 ans. Ça veut dire que l'essentiel du temps,
c'est Denis Sassou Nguesso qui a été président. Mais ce qui est remarquable, Christian, quand vous parlez de la méditation, il faut y réfléchir sérieusement. Pourquoi? Parce que l'abbé Fulbert Youlou et Pascal Lissouba est mort en exil. Et je prends ces deux grands personnages. Pourquoi? Mais parce que ces deux grands personnages, tout en ayant assuré les plus lourdes charges de l'État, ont été condamnés. Fulbert Youlou a été condamné, entre autres, par contumace à mort, entre autres pour détournement de deniers publics. Pascal Lissouba a été condamné à 30 ans de travaux forcés avec une amende de 25 milliards de francs CFA. Et c'est inacceptable qu'on puisse tolérer aujourd'hui qu'il y ait autant de vols, qu'on ait plongé les Congolais dans la misère sans que les gouvernants ne se soucient de quoi que ce soit, sans méditation. Et quand j'ajoute Jacques Joachim Yombi Opango, il a fait 11 ans. Il a été critiqué pour la gabégie, pour la propension à l'enrichissement illicite, etc. Comment on peut expliquer ça? Pourquoi on évite la méditation? Pourquoi évite-t-on la méditation? Et je signale que l'abbé Fulbert Youlou et Pascal Lissouba sont morts à l'extérieur. Le président Yombi est mort à l'extérieur pour d'autres raisons, mais nous savons dans quelles conditions. Donc, quand on parle de méditation, il faut également penser, Christian, que l'abbé Fulbert Youlou, qui, d'après les écrits, d'après les archives, a été un président qui a posé des actes extrêmement forts dans ce pays, surtout sur le plan économique et financier. Mais il n'a pas eu de sépulture digne. Et les Congolais sont aussi méchants pour qu'à chaque fois on sabre du champagne, etc. Et qu'on n'ait pas une pensée particulière pour une personnalité comme Alphonse Massamba Deba. Je vous assure, ça me chagrine. Et j'interpelle la conscience de tous les acteurs politiques. Maintenant, je vais à autre chose, Christian. Tu as parlé de si belles choses, tu as parlé du pétrole. Mais pourquoi nous allons parler du pétrole alors qu'il y a des faits présents qui nous interpellent? Quels sont les faits qui nous interpellent? Monsieur le nouveau ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, il est en train de nous démontrer les scandales que l'on vit dans les différents départements ministériels, particulièrement le département de l'Intérieur et de la décentralisation. Et à partir de cette démonstration, les Congolais doivent être convaincus que les élections dans ce pays depuis 2002, depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir avec le PCT, elles ont été truquées. Il n'a jamais eu dans ce pays, depuis cette période, des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et apaisées. Et j'insiste sur le témoignage du nouveau ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Pourquoi? Mais parce qu'il nous a donné quelques chiffres, Christian. 50 000 passeports commandés, payés à raison de 50 000 francs de passeport. La globalité fait 2 milliards 500 millions. Et le coût, d'après ce que nous avons vu à travers les réseaux sociaux, du passeport est de 6 000 francs. C'est-à-dire que pour fabriquer les 50 000 passeports, nous avons dû décaisser 300 millions pour encaisser 2 milliards 500 millions. Et nous, non seulement les Congolais qui ont fait ces demandes n'ont pas eu de passeport, mais en plus, nous devons l'argent aux fournisseurs. Où va l'argent du Congo? C'est une démonstration très claire là. Et les éléments nous ont été donnés par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Véritable scandale. Mais est-ce qu'on a entendu qu'il y a quelqu'un qui est menacé, qui est emprisonné, etc. Non. Protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Dans des pays démocratiques, le ministre de l'Intérieur aurait démissionné. Je dis bien, dans les pays démocratiques, le ministère de l'Intérieur aurait démissionné et il aurait à répondre au niveau de la justice. C'est pour ça. Et quand tu me parles de l'ancien ministre de l'Intérieur, devenu ministre de la Défense. L'ancien ministre de l'Intérieur devait être entendu sur ces scandales. Et on ne peut pas aujourd'hui essayer de parler de dialogue, de confiance, si tous ces problèmes ne sont pas structurellement et fondamentalement résolus.
Maintenant, tu me parles du discours, Christian. Je l'ai sous mes yeux. J'ai le discours sous mes yeux. Et quand je lis, je parcours ce discours, excusez-moi l'expression, mais j'ai de la peine. J'ai de la peine à croire à ce qui est dit. Parce que si je prends quelques parties, la matérialisation de cette directive procède des conditions permissives, telles l'affirmation de la volonté politique. Le président Sassou peut parler de l'affirmation de la volonté politique. Peut-il expliquer aux Congolais pourquoi depuis 2002, il viole dans l'impunité totale la constitution du pays? On parle de dialogue, de succès. Est-ce que les dialogues que l'on veut faire dans ce pays se feront-ils conformément aux lois et règlements de la République? Se feront-ils conformément à la Constitution? Ou on pense qu'on est au-dessus de la Constitution et on écrase tous les Congolais? Mais je rappelle aux uns aux autres que l'article 15 de la Constitution dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi. Et il faut le retenir de façon ferme. Le président Sassou parle de la primauté de la bonne gouvernance. De quelle bonne gouvernance le président Sassou parle? De celle qui a fait de son premier ministre peut se permettre de venir nous divertir dans son programme d'action de gouvernement pour dire que la dette a baissé entre 2020 et 2025, alors que cette dette a augmenté. Elle était de 6 596 milliards en 2020 et elle est passée à 8 943 milliards en 2025. En mars 2026, elle était de 9 227 milliards et en mai 2026, elle est de 9 483 milliards. Vous voyez bien qu'on atteint bientôt le 10. De quelle gouvernance pense-t-il? Est-ce qu'on peut expliquer aux Congolais pourquoi nous nous sommes endettés à ce point alors que nos budgets étaient excédentaires? Maintenant, le président de la République parle de la mobilisation des fonds. Non. Mais Martial a parlé des préfinancements, on a parlé de... Mais est-ce qu'on a la volonté politique de mobiliser les ressources? Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi le président Sassou et son gouvernement d'Anatole Koliné-Makosso, pourquoi en termes de directives, il ne parle pas de tolérance zéro en ce qui concerne la lutte contre la corruption? Pourquoi il ne parle pas de tolérance zéro en ce qui concerne les détournements? Mais parce que ce sont les dignitaires du PCT qui sont à la base de toute cette situation. Alors, on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Alors, quand on vient parler de l'accélération de la marche vers du développement, vous allez accélérer quelque chose qui n'existe pas du tout. La marche vers le développement dans ce pays a existé depuis quand? Donc, l'accélération du pillage, pourquoi pas? C'est plutôt l'accélération du pillage. Et on a tous les dossiers. Quand on prend tous ces dossiers, mais pourquoi on n'en parle pas? On a parlé du Trésor Gate, on a parlé du Figa Gate, on a parlé de 14 000 milliards. Est-ce que le Koliné-Makosso respecte le peuple congolais en se permettant de se moquer des retraités, en disant il n'y a pas d'argent, alors qu'il sait qu'il y a une affaire de 14 000 milliards qui aurait dû être élucidée, mais qui n'a jamais été. Et lui, il est l'un des responsables des gens qui devaient pratiquement élucider ça. Donc, Christian, ce qui me fait sourire, surtout quand je lis le discours du président qui a duré 8 ou 9 minutes, alors qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai d'ailleurs été très touché par l'indifférence du président de la République. Et ce n'est pas la première fois qu'il le montre. L'indifférence du président de la République face à la misère et à la souffrance des Congolais. Et on veut essayer de parler de la grande foi comme pour dire que les problèmes des Congolais seront résolus, comme quoi il y a autre chose. Non, il faut que les Congolais en prennent conscience. Les jeunes qui courent après 5 000, tout ça, mais ils doivent savoir que ce sont ces 5 000 qui sont à la base de leur malheur. Ce sont ces 5 000 qu'ils acceptent parce que les gens, ils se sont enrichis, ils ont planté l'argent dans les paradis fiscaux et autres, et ils viennent vous divertir, mobilisation. Mais le directeur général des douanes a dit à une époque donnée, si les Congolais s'en souviennent, mais qu'il y avait 600 milliards qui disparaissaient au titre des exonérations financières. Donc, si on veut mobiliser les ressources, mais on sait bien là où on peut toucher pour les augmenter. Pourquoi le président de la République et son gouvernement n'acceptent pas qu'on aille à la réduction du train de vie de l'État? Eux, ils trouvent normal qu'ils gagnent 50, 25, 15 millions par mois. C'est d'ailleurs les personnalités, ils se trouvent parmi les personnalités les mieux payées du monde. Les Congolais doivent savoir qu'un ministre d'État congolais gagne autant que le président Donald Trump.
qu'un ministre simple gagne plus que le président français, etc. Donc, il y a un certain nombre de niches. Mais posons-nous la question, Christian. Mais où est passée la haute autorité de lutte contre la corruption? Où est passée la haute autorité de lutte contre la Elle a corruption? été décorée, non? Christian, Dernièrement, on l'a décorée, là. J'ai vu une association le décorer. ben, les décorations, vous savez bien comment ça se passe. Donc, en plus de ça, quand on parle haut et fort sur l'entrée dans le pays des Africains, nous disons que les conditions ne sont pas remplies. Mais Christian, un pays où les pièces d'état civil sont vendues, et c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a dit, un pays où les passeports disparaissent, on ne les remet pas, et vous voulez ouvrir, quelles dispositions on a prises? Évidemment, il a lancé un appel au gouvernement, mais ce gouvernement-là, vous savez bien, ce gouvernement n'est pas crédible. Et il faut que le président de la République s'en rende compte. Donc, Christian, moi, je suis de ceux qui pensent. Président Mirassa, c'est un gouvernement bateau, hein, avec gouvernance là. Hein? Premier ministre. Et un gouvernement Nzala, gouvernement va Nyongo. Premier ministre, gouvernement, il n'y a pas si. Gouvernement, il n'y a pas si. Premier ministre, Yemoko, Ali Mwana Moussala. C'est un garçon d'entretien. Donc, Christian, voilà la chose. Oui. Lorsqu'on prend cette décision, qui est une décision, mais les conditions ne sont pas remplies au Congo pour que nous ouvrons nos frontières. C'est un objectif à atteindre. Il faut une programmation. Et parlant de programmation, Christian, je te rappelle qu'à Ivoire, en 2011, il a été décidé pour les élections qu'il fallait que le gouvernement élabore un timing précis des opérations préélectorales et électorales pour éviter la précipitation. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, au Congo, on devrait avoir ce programme, cette élaboration pour soi-disant les élections législatives et locales qui auront probablement lieu, pour les sénatoriales et même pour les présidentielles de 2000. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Alors, on ne va pas vivre encore ce qu'on a vécu en 2026, coupure de l'Internet, etc. Donc, Christian, je dis, les conditions ne sont pas remplies. Et à mon avis, si vous ne réglez déjà pas au plan intérieur le problème du passeport, le problème des pièces d'état civil, si les responsables ne sont pas poursuivis, emprisonnés, comme Marcel vient de le dire, mais nous n'avancerons pas. Nous serons toujours dans la régression et nous n'aurons pas de bons résultats. Vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas confiance en ce gouvernement et votre réaction comptera pour évidemment le mot de la fin et ce sera la fin évidemment de ce spécial. Écoutez, on ne va pas insister sur ce que les Congolais connaissent déjà. Tout ce qu'on va demander aux Congolais, Batelem. Bisoba politique, déjà, tout site Télémi, to bandiko sosolama kamoyons, to fanda elongo, poto kendo bosso. Si j'ai un conseil à donner au président, il faut qu'il revoie son équipe gouvernementale. À la limite, je ne suis pas vraiment bienveillant avec le gouvernement, mais à la limite, j'accepterais bien que les Songo soit Premier ministre avec sa poigne et son langage de vérité. Les Congolais seront mieux servis. Mais vous ne pensez Merci. pas que c'est tout Christian, un système et que les éléments, vous ne pensez pas que ce soit un système, c'est vraiment les ministres qui posent problème ou bien c'est tout le système qu'il faut? Non, mais les ministres posent problème parce que le président aujourd'hui est entouré des ministres qui sont tous oui-wistes. Je vous disais tout à l'heure que Collinet, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon frère. Mais il se comporte comme moi, Namosala, un garçon d'entretien dans une entreprise. Il y a une ampoule qui ne va pas, viens arranger l'ampoule. Il y a une fuite d'eau, il faut venir arranger. Il se comporte comme ça. On a besoin de quelqu'un qui a de la poigne, qui a du charisme politique pour pouvoir tenir tête aux velléités non constitutionnelles du président. Merci beaucoup, docteur. Alors, Clément Mirassa, on va conclure, oui? Non, je voulais juste ajouter quelque chose. Je me pose la question de savoir pourquoi le président de la République et les gouvernants ont du mal à appliquer les articles 227 et 228 de la Constitution, qui ont institué un Conseil national du dialogue, organe de réconciliation, d'apaisement et de recherche de consensus entre toutes les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national.
Les gouvernants actuels peuvent dire aux Congolais que jusqu'à présent, ils n'ont pas découvert les grands problèmes politiques d'intérêt national qui devaient réunir tous les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Et tu parlais de la piste, mais l'une des pistes, c'est qu'il faut que nous travaillions pour mobiliser les Congolais afin que nous allions à un dialogue national inclusif qui nous permette de remettre un certain nombre de choses à zéro et de redonner une chance à ce pays qui est véritablement en danger. Et quand je parle comme ça, je voudrais et je peux me permettre de faire un clin d'œil à la communauté internationale. Assez souvent, on est très critique à son endroit, mais je dis la communauté internationale doit accorder une attention particulière à la situation du Congo et du peuple congolais. Et il faut qu'elle soit prête à apporter son soutien et son aide pour le Congo, qui est un pays qui est véritablement en danger selon nous autres. Merci bien, Christ. Merci, docteur Marcel Guitoukoulou. Merci à Clément Omirassa d'avoir participé à ce spécial, évidemment. Un grand merci et surtout du temps que vous avez consacré. J'espère que vos messages sont bien passés. Les Congolais prendront acte et prendront également leurs responsabilités pour finalement faire changer des choses. Sinon, le Congo, comme on l'a dit, tout le monde le constate, plus rien ne marche. On n'a rien à ajouter. Et même Denis Sassou Nguesso lui-même est très conscient parce que la preuve, il fait un discours en feignant ne pas voir les vrais problèmes des Congolais. C'est aussi une manière pour lui de se dire, ben, je sais qu'il y a des problèmes, mais bon, excusez-moi, je n'en parle pas aujourd'hui. Bref, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Aidez-nous à partager cette édition et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission, mais aussi, pourquoi pas, les alternatives qu'il faut pour changer les choses au Congo. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt.